Pré-playoff acte 2 ce soir sur les patinoires de National League. On va revenir sur l'élimination donc de Bienne qui ne fera pas partie du bon wagon. Ça rigole du côté de Rapperswil et suspense complet entre Berne et Davos. On va y revenir avec nos invités, avec Fabien Guignard, avec Doug Boulanger, avec Stéphane bien sûr. Mais l'image du jour, c'est la qualification pour les playoffs pour Rapperswil. J'ai envie de dire, Fabien, que parfois on est au bon endroit au bon moment. Hein, c'est un peu ça le but de Loosely. Hein. Il suit l'action et hop. Et voilà, ça suffit. Bah écoute, à l'image de Rapperswil sur ces deux matchs, hein, il n'y a pas beaucoup d'occasions, mais au bon endroit, au bon moment, on va plier l'affaire. 2-1, une nouvelle fois, 2 fois le même score. On y va y revenir d'ici quelques instants. Mais avant cela, messieurs, on va commencer par l'autre rencontre entre Berne et Davos. Berne avait une balle de match, avait un puck de match, hein, tout simplement, après s'être imposé 4-3 après prolongation dans les Grisons. Et ce match a été très intéressant à suivre. Ça a été très serré aussi durant toute la rencontre. C'est Davos qui va ouvrir le score par Palouchaï. Bon coaching, Stéphane, puisque Palouchaï remplaçait Ulström. Hein, c'est juste dans la ligne. Palouchaï qui n'avait pas joué le premier match. Hein. Donc, Palouchaï qui est quand même un marqueur redoutable, parfois un peu chanceux, on l'a vu sur la séquence. Ouais, grosse erreur de Kian Sopa là, sur la séquence, qui n'arrive pas à sortir son pas de la zone, puis Palouchaï qui a pu en profiter. Baumgartner qui lui fait un petit flip pass à Palouchaï qui traînait derrière, et puis rate complètement son affaire, ce qui déjoue le gardien. Les tirs ratés, c'est souvent les meilleures feintes pour le gardien. Je suis d'accord, Steph, mais je ne vais pas être méchant, mais Karunen, là, ça crosse sur la glace, il n'y a pas goal. On est un peu dur, mais moi, je suis un peu dur sur ce fait-là en particulier, je pense. Mais de façon générale, je suis assez d'accord avec... Moi, je l'ai dit, Berne, cette année, Berne et Zurich ont des problèmes au but cette année. Problèmes. Ils ne sont pas assez percutants. Et Berne, Wüthrich est excellent, mais trop jeune. Karunen, il fait n'importe quoi. C'est un tout petit qui va comme les piles du Racel, là. Et puis... Non, mais voilà, je suis pas convaincu par les gardiens de Berne et sur cette séquence-là, c'est un exemple parmi d'autres, mais on va le voir sur un autre but aussi. Oui, en tout cas, il a posé un lapin à son équipe ce soir. On va y revenir d'ici quelques instants, vous allez le voir. On va voir maintenant que du côté de Davos, bon, allez, on va rendre à Karunen quand même qui réalise un bel arrêt là, sur ce coup-ci. Photo ou l'arrêt, mais il me semble que c'est l'arrêt, hein, Doug. Est-ce qu'il a effleuré le Oui, très beau déplacement. Donc là-dessus, je pense que Palouchaï va s'en mordre les doigts. Je ne sais pas s'il a effleuré le puck, mais en tout cas, il était là, il était bien revenu. Il a forcé le joueur. Même s'il ne touche pas à la rondelle, il force le joueur à aller à viser plus précis parce que le gardien n'est pas du tout là. Le joueur n'est pas obligé de mettre son puck aussi millimétré. Donc, il a provoqué un bon déplacement là-dessus. On a été dur avec lui, là, mais la pile du Racel, c'est réactif. Tu vas voir que plus ou moins. Allez, Haim, deuxième période, 22e minute de jeu. Occasion pour le CP Berne, cette fois-ci d'égaliser dans cette partie. Haim qui se retrouve tout seul. Et là, Schliemann, il est bien présent, Fabien. Ça, c'était ça. Ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué le beau jeu. C'était un jeu prévu. Le défenseur qui met le puck à 4-5 mètres à côté du but pour qu'il revienne devant. Prendre les défenseurs à défaut. Schliemann a fait un excellent arrêt. Là. Il avait du bloqueur. Là. Franchement, c'était un bel arrêt de Schliemann qui a été très bon ce soir. Là. Il a été excellent, en effet. Allez, on a vu cet arrêt donc, de Schliemann face à Haim. Maintenant, on va vous montrer la blessure de Marc Vizère à la suite de ce contact avec Beat Gerber. Les deux joueurs qui vont partir contre la bande et vous allez voir là, Stéphane, l'épaule, regarde. Ouais. Ça, c'est clavicule cassée ou acromio-claviculaire. Ah, quand tu as du poids en plus sur le dos, il n'y a rien que tu peux faire. C'est compliqué. Ouais. Très compliqué là, pour s'arrêter. Puis... Il ne peut pas se protéger. On a une chance de se protéger. Terrain glissant. Mais voilà, s'il arrive vraiment à l'épaule, pas sûr qu'il va jouer le prochain match. Écoute, la façon dont il arrive, si c'est que l'épaule, tant mieux. Ouais. Oui, effectivement. Allez, messieurs, on va voir Schliemann une nouvelle fois dans ses œuvres. Il va dire non, tout simplement au CP Berne. On est en fin de punition.
Et ce puck qui va revenir sur Anderson qui allume. Et l'autre ami, Schliemann, il est là, bien présent. Homme du match, Doug. Ah, il a tout mis. Il a mis de la moutarde, là. Sur l'arrêt, il était excellent. Par contre, il lâche souvent sa crosse, non? Oui, 3 ou 4 fois, il a échappé sa crosse, mais peu importe, il a arrêté le puck ce soir. Puis bon choix de le mettre devant la cage là, pour ce match. C'est peut-être pour pas que tu les critiques, parce que quand il l'a de la main, il la lève et tu les critiques. Alors peut-être qu'il préfère la laisser de côté. Moi, je sais pas, je constate juste que vous allez voir que, in fine, le duel à distance entre les deux gardiens va tourner à l'avantage de Schliemann. Mais on va retrouver notre ami Paloucha, qui était très en verve au début, en ratant son tir. Là, il va être un peu moins, puisqu'il va récupérer une nouvelle fois ce puck, mais cette fois-ci, il n'en fait pas. Il a peut-être essayé de refaire un mauvais tir, on va dire. Ah, il a été dangereux tout le long du match. Là, il en a eu des occasions ce soir. Puis vraiment, là-dessus, c'était bien joué. Il y a des relances suicidaires, quand même. Enfin. Bon, et on arrive en fin de match. Et Baumgartner va faire la différence en scorant 2 fois. Tuer la rencontre alors que Berne avait une grosse possibilité. Il y a eu 4 minutes de supériorité numérique pour le CP Berne. L'Ours n'a pas réussi à marquer un puck récupéré. Avec le coup d'œil, Doug, de Nussbaumer pour cette réussite de Baumgartner. Magnifique jeu de Valentin Nussbaumer là, qui, sur la séquence, fait du bon job à rester collé contre la bande pour ouvrir la ligne de passe en croisée. Là, puis Karunen se fait battre. Je pense qu'il aurait aimé l'avoir sur la séquence. 2 joueurs très malins. Nussbaumer qui a un excellent sens du jeu. Et Baumgartner aussi. Baumgartner, il se fait oublier, lui. Il reste là. Souvent, il y a beaucoup de joueurs qui auraient foncé à la cage, se mettre dans le trafic. Lui, il est resté vraiment à l'extérieur. Il est gaucher, puis il l'a appelé. On a senti qu'il l'a vraiment appelé. Et le jeu était parfaitement exécuté. Là aussi, il est parfaitement exécuté. Il a suffisamment son puck là pour le mettre hors de portée de Karunen. Herzog 3-0. Herzog a été super bon sur la séquence là, de se décaler pour juste la remettre derrière. Puis cache béante là, pour l'ami Baumgartner qui a fait un super match. Et donc, le CP Berne n'avait pas pu sortir son gardien, en fait. Non. Dans l'histoire, quand même. Puis avec la fin de match qu'ils ont fait sur le powerplay, puis ce qu'on a vu en 3e période, là, ils ne méritaient pas de le sortir non plus. Ça a été extrêmement compliqué. 3-0 donc pour Davos dans cette rencontre qui égalise. On va écouter une réaction du côté du HC Davos. On va écouter Valentin Nussbaumer. Valentin Nussbaumer, c'est une grosse performance du HC Davos, je dirais collective, comme les gardiens et les attaquants qui ont aussi à marquer les buts importants. Exactement, c'était un gros effort ce soir. Je pense que les 22 joueurs qu'il y avait sur la glace ce soir, on s'est donné tout ça à fond. On avait une revanche à prendre et puis on l'a prise à 100%. Alors maintenant, il y a un partout dans cette série. Tout va se jouer lors du prochain match. Comment vous le voyez, ce prochain match, justement? Écoute, je pense qu'il faut qu'on joue la même chose ce soir. Solide défensivement, on ne prend pas de risques, on joue juste. Et puis les occasions vont venir. Je pense qu'on a joué un très bon match ce soir. Et si on rapporte ça dimanche, ça va bien aller. Merci Valentin. Merci à vous. Autre son de cloche, évidemment, du côté du CP Berne qui n'a pas réussi à profiter du break réalisé 2 jours plus tôt. On va écouter à l'interview Thomas Thierry. Thomas Thierry, forcément, c'est une grosse déception pour Berne après avoir gagné à Davos. Il vous a manqué quoi aujourd'hui, justement, pour battre encore une fois cette équipe de Davos? Peut-être jouer plus physique dans les coins, que ce soit en zone défensive ou en zone offensive. Davos, c'est une équipe qui apporte beaucoup de mouvements, donc on a eu pour consigne de casser leurs mouvements et pour ça, il fallait jouer physique. Donc voilà, peut-être qu'il nous a manqué un tout petit peu d'intensité. Et puis, Schliemann a fait un très gros match ce soir. Pour le prochain match, il faudra pousser encore plus fort et y aller avec des tripes de guerriers. Sur cette rencontre, et lors de la présence, vous aviez marqué en powerplay. Vous avez aussi pendant 4 minutes un powerplay ici. Vous n'avez pas réussi à marquer. C'est peut-être aussi à cause de ça que vous ne gagnez pas aujourd'hui. Bien sûr, pour gagner des matchs, gagner des séries, il faut être décisif lors des unités spéciales, que ce soit box-play ou que ce soit powerplay. Ce soir, on n'a pas réussi à être opportuniste, à la mettre au fond. Demain, ça va être une journée importante pour récupérer et puis travailler sur les points qu'on va devoir améliorer pour dimanche. Merci Thomas. Merci à vous. Ouais, les leaders muets du côté du CP Berne, notamment en powerplay, on n'a pas trouvé la solution. Si tu ne marques pas de but, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. Si tu ne marques pas de but au hockey, tu n'as aucune chance de gagner. Donc voilà, Schliemann a été bon, on n'a pas trouvé la faille. Est-ce qu'on peut dire aussi que lors du premier match, Berne a été bien payé? Hein? 60-30, les là, je pense que si on prend les 5 derniers tiers, là, la meilleure équipe, c'est Davos. Ben, écoute, les 5 dernières périodes, Berne n'a pas marqué un seul but. Voilà. Donc c'est passé 100 minutes. Oui, s'ils ont marqué en prolongation, mais je suis d'accord avec okay. Mais on revient sur la formule de 2 matchs. Tu as un gardien incroyable ce soir qui fait la différence puis qui va te chercher un match. Puis
ça fait quand même... ça fait pas de sens. Pour jouer un championnat complet, pour arriver à ça, je trouve que c'est... Mais messieurs... Donc, t'aimes pas les pré-playoffs. Ceux qui n'auraient pas compris, pas de pré-playoffs. Non, mais play-out, pré-playoff, comment vous appelez ça, ça fait aucun sens, c'est ridicule. J'ai l'impression que Davos va l'emporter parce que c'est la logique. Avec la saison que Berne a connue comme Rapperswil ne mérite pas d'être là, vraiment pas. Et moi, j'ai l'impression que Davos va l'emporter. Mais, attention, messieurs, Davos est son pire ennemi. Davos peut être très mauvais par certains soirs. Et si ça tombe sur un soir ou un tiers, comme le premier match où ils sont très mauvais, attention les dégâts. Attention danger, mais on verra ça de toute façon dimanche en direct, puisque ça sera, vous l'avez compris, notre match studio. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y aura plus qu'une rencontre de pré-playoff, plus qu'un acte 3, puisque c'est terminé pour Bienne ce soir du côté de Rapperswil. On va revenir sur cette rencontre. Avant cela, vous montrer une image assez sympa. C'est les supporters de Rappi qui s'étaient regroupés dehors pour encourager tout cela, puisqu'on fait le petit jeu de ballon, toujours pour se chauffer un petit peu, et des supporters de Rapperswil qui viennent montrer leur soutien à leur équipe. Ils y croient, en tout cas, les fans des Lakers, avant cette rencontre. Il faut dire qu'après le succès obtenu, là aussi après prolongation, du côté de Bienne, il y avait une bonne opportunité pour Rapperswil. On attendait une réaction biennoise. Il y a Jason Fuchs qui a fait son retour. Il n'avait plus joué depuis le 15 mars. Bienne va ouvrir le score très rapidement dans cette rencontre. Ça aurait dû, on va dire, Fabien, finalement, les libérer, cette équipe biennoise, après cette ouverture du score de Brunner. On profite des largesses défensives. Mais ça n'a pas permis à Bienne de se lâcher complètement, en fait. Écoute, Stéphane parlait tout à l'heure de Davos et de son pire ennemi. Moi, je pense que Bienne, c'est une équipe qui a du talent, qui sait jouer au hockey, qui a des très bons joueurs de hockey. Ils étaient crispés le premier match. Ils sont entrés dans ce match-là avec un magnifique jeu pour moi, leur meilleur bloc. C'est un bloc très rapide et créatif. Peut-être, je dis bien peut-être, que cela aura créé du tort. Parce que pour moi, Bienne n'a pas joué un match de play-off, mais a voulu faire jouer du beau hockey. Et malheureusement, dans ce genre de situation, c'est pas vraiment c'est pas le beau hockey qui gagne, mais c'est le hockey. Et puis Rapperswil voulait casser le rythme, ils l'ont fait à merveille, puis ça a été dur de bâtir quelque chose pour Bienne ce soir. Mais il y avait eu des piqûres de rappel quand même. Rappelez-vous, 9e minute de jeu, on est toujours dans cette première période. Chervenka, Clark, qui vont se créer une grosse case aussi. C'est Bienne, il y a les mauvais choix. Il y a Forster qui va glisser le long de la bande. Ça va donner ce 2 contre 1. Mal joué défensivement, Stéphane, tu l'avais analysé. Et tu te dis, Van Pottelberg, il est là, il tient son équipe dans le match quand il y a ce genre de choses. Allez, à Bienne de marquer des buts, tous les ingrédients sont là aussi. Oui, c'est ça. Van Pottelberg a été bon aujourd'hui. La question que je me pose, est-ce que c'est ce soir qu'ils perdent la série ou c'est plutôt le premier match? Voilà, Van Pottelberg a été bon, a été faible sur un but. C'était le but décisif du premier match. Mais là, il a fait des bons arrêts. C'était son premier arrêt du match. Il a été décisif face à Chervenka. C'est un ensemble de choses. Je ne pense pas qu'on peut pointer du doigt un ou l'autre en particulier. Non. On a relevé la perte de contrôle au 3e période. On va le voir dans le déroulement, mais on a perdu les pédales un peu, les émotions. On a pris des pénalités stupides. Les facteurs. Le retour de quarantaine, powerplay, les unités spéciales qui ne fonctionnent pas très bien, tout ce timing, tout fait qu'avec les chances de marquer, pas capable d'acheter un goal, ça a été compliqué. On l'a noté, la première période, Rapperswil créait franchement pas grand-chose. Mais chaque fois qu'il pouvait aller, c'était une mise en échec, c'était vraiment essayer de fatiguer l'adversaire, sachant que, surtout que des joueurs comme Kunti, comme Brunner, qui n'aiment pas forcément le jeu physique, t'as l'impression qu'ils les ont fatigués tout au long du match. Et puis, la dernière période, pour moi, Bienne a un petit peu craqué. Mais même avant, en deuxième période, regardez le geste de Kunsley sur Chervenka, qui en rajoute. Stéphane, tu nous as dit, tu as monté l'amende à 3005, non, je ne sais plus à combien. Parce qu'il en a bien rajouté. Ouais. Il y a le petit geste. Il y a clairement petit geste qui va être grosse conséquence plus tard. Ouais, écoutez, Kunsley donne un coup de canne. C'est évident, il mérite 2 minutes. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais Chervenka rajoute. Regardez, je l'ai analysé ici avec vous. Regardez bien la réaction tardive. Il va recevoir le coup, puis tout à coup, hop, les 2 bras en avant et tout. Il sera à coup sûr amendé. Le problème, je pense que
C'est difficile pour les arbitres sur le live, mais je pense que la meilleure décision a été d'égaliser. 2 minutes coup de crosse, 2 minutes pour simulation ou embellishment. Puis là, il n'y aurait pas eu de power play. Comme de malheur, on ne le donne pas. Voilà. Et puis après, on va prendre une pénalité pour surnombre. Et on va surtout voir ce qui va amener cette pénalité sur surnombre. Il y a une énorme occasion quand même, faut pas l'oublier là, regardez, là. On a un homme de moins sur la glace du côté de Bienne, il y a Offert qui sent bien le coup. Et il va partir en breakaway et finalement il va échouer face à Niffeler, on va dire ça. On est à la limite de la pénalité, on entend le coup de sifflet de l'arbitre et là-dessus, on pense qu'on va donner 2 minutes pour un slash, mais non, il y a un surnombre, on a bien vu le surnombre, tu l'as montré du reste notre plateau, sur notre plateau. C'est une bonne décision pour moi. Pour moi, il n'y a pas de pénalité là. Le premier coup de crosse, il n'y a rien. Le deuxième arrive en retard, le jeu est fait. On peut discuter, mais pour moi, c'est une bonne non-décision. Il n'y a pas de pénalité sur offert. Par contre, il y a clairement un surnombre. Il y est by the book. Les arbitres, on ne peut pas dire que les arbitres ont fait faux. Il y a un surnombre, on l'a analysé. Mais ce qui me dérange... Il est un peu sévère, mais il est là. Mais le problème, c'est que game management, feeling, là, c'est le juge de ligne qui l'a sifflé. Il a été pointilleux. Mais le problème, c'est que il aurait peut-être dû, avec du recul, se dire, bon, mettre une équipe à 5 contre 3, à 3 contre 5 pour ça. Mais là, on demande aux arbitres de dire, parce qu'il y a déjà une pénalité, on n'applique pas la règle à la lettre. C'est du game management. Moi, si je suis head ce soir, puis le juge de ligne me siffle ça, je pense que j'ai une discussion avec lui en disant, là, tu me mets dans la merde. Là, tu m'as sifflé un truc que, franchement, oui, il y a, mais à 1 mètre près, en dehors du jeu, sans conséquence. Et ça a changé le match. C'est ça. Ça a eu Non, un ça change. impact sur le match. C'est le point tournant du match. On ne peut pas rien reprocher aux arbitres. Simplement, là, il aurait peut-être dû cligner des yeux un coup, puis regarder de l'autre côté, puis dire, c'est bon, mettre la main. Le gars, il a jumpé sur la glace. En même temps, l'autre prend la rondelle. On en a parlé. C'est sévère, mais ça y est. Voilà. C'est comme ça. Game management. Mais ça, quand je parlais de ça avec Bertolotti, je me souviens, Bertolotti, quand il était mon chef, les arbitres, il disait, Steph, arrête de me parler de game management. Mais le game management, tu es obligé d'en faire. C'est pas tout blanc, tout noir. À un moment donné, à 5 contre 3, ou des anciens défenseurs, quand tu étais à 4 contre 5, tu savais que devant le but, tu pouvais t'en permettre un peu plus. Tu savais que les arbitres, ils disaient, ouais... surtout qu'il y avait moins de caméras que maintenant, donc, tu pouvais prendre les mollets des adversaires un peu plus bleus. C'est vrai que tu sais que l'arbitre ne va pas te mettre à 3 contre 5 pour un petit truc. Il faut que ce soit dangereux, évident et qu'il y ait un bénéfice. C'est le fameux OBI, Obvious Benefit Injury. Et il faut vraiment que tu es sélectif. Tu dis, pour les mettre à 3, il faut vraiment que ce soit un truc que tu dis, je peux vraiment pas le laisser passer, je suis désolé. Là... Ce qui gêne un peu parfois, tu sais, sur la fin des actions, tu vois des gros cross-checks. On en a encore vu un ce soir, tu sais. Tu as la bam, tu fais la grosse punition et ça, il les siffle jamais. Ça, c'est le genre de faute qui ne siffle jamais. Tu as des 4 contre 5, tu as des 5 contre 4, tu as du rififi devant la cage, il y en a un qui met un gros cross-check. Ce que tu donnes toujours quand c'est à 5 contre 5, il ne le donne pas à 5 contre 4. C'est pour ça que là, un surnombre dans un match comme ça, tu n'as qu'un but d'écart. Mais c'est pas le même arbitre qui la donne. Mais ce qui me dérange, c'est que souvent, tu les laisses passer quand ils sont devant le goal, mais si ça arrive en plein centre de la glace, là, c'est sûr, ils lèvent le bras. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Donc, si tu la siffles devant le goal à hauteur de la tête, tu la siffles dans le milieu de la glace. Donc. Messieurs, Douralex, Sedlex, comme on dit. Et voilà, et c'est tout, et c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça donne un 5 contre 3, et Rapperswil ne va pas se laisser prier. Parce que, oui, il y a ce but, là, on est en fin de cette période de 5 contre 3. C'est Charvenka, le coup d'œil pour Oro. Mais juste avant, Van Pottelberger, il en sort combien, Stéphane? 2, 3, 2 à peu près. 2 grosses. Là, on n'a pas été bon en 3 contre 5. Là, on n'a pas compris, en fait. On voulait vraiment... Il y a un joueur qui est très, très haut pour couper la passe vers Charvenka. Mais si vous montez trop haut, ça ouvre la passe à travers. Et là... La base du triangle devait être décalée, non pas sur la même ligne. Et là, sur tout le box-play, ils ont joué sur la même ligne et ça a laissé les transversales ouvertes. Puis Van Pottelberg a sauvé la mise 2 grosses fois, puis la 3e a été juste au fond. Surtout que les 2 fois dont tu mentionnes, c'était déjà exactement la même situation, donc ça s'est reproduit encore une 3e fois. Ouais, quoi qu'il en soit, Rapperswil trouve la faille en supériorité numérique, ce qui ne sera pas le cas de Bienne. On va dire malchanceux, en tout cas, sur ce poteau de Radgett, qui là aussi, avec des scies, on peut refaire l'histoire, il y aurait 2-1 pour Bienne, et puis ça serait reparti, mais c'est surtout ça. Combien? 6-7 opportunités peut-être sur l'ensemble des 2 matchs? Ouais. Pas de but pour Bienne. Donc c'est impossible de gagner dans une série ou de passer dans une série.
Si t'en mets même pas un. Ben, c'est difficile parce que tes unités spéciales peuvent te donner du momentum puis, ou te le faire perdre. Puis je pense que dans cette série, ben, malheureusement, ça leur en a fait perdre. Puis ils en auraient besoin. Donc après, ils avaient d'autres moyens de gagner les matchs. Ils ont eu les opportunités et les occasions pour tuer Rapperswil ce soir s'ils le voulaient. Mais ça s'est pas passé. Puis ben, Rapperswil en a profité. Et on arrive en troisième période, et Rapperswil s'est amélioré dans cette période. On a marqué le 2-1 par Loosely. On a joué un petit peu plus haut, on est allé gratter aussi un petit peu des pucks, Fabien, le long de la bande. Résultat des courses, on se crée des occasions. Quand on va devant le but, on arrive à marquer les goals. Ouais, écoute, je pense que bien à un moment donné, ils ont quand même, ils ont senti qu'il fallait quand même essayer de donner un petit peu plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu crées des petits trous, des petites ouvertures. Tu essaies de forcer un petit peu le jeu pour récupérer les pucks. Et puis, écoute, dans cette série-là, de toute façon, ça n'a pas tourné à l'avantage de Bienne. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est chaque fois un petit poteau. C'est le poteau, c'est pas l'intérieur, mais c'est l'extérieur. Enfin, c'est plein de petits facteurs qui font que... Sur la séquence, c'est faute à pas de chance. Moser veut mettre le puck dans le coin, et puis il frappe le patin de Vetter, puis ça sort parfaitement pour Loosely. Donc... encore, c'est du timing, c'est de la chance. Puis comme Fabien dit, c'est exactement ça. 2-1 donc pour Rapperswil. On va voir encore un coup de coude de Tretnes. Toi, tu n'es pas tout à fait d'accord, Stéphane. Moi, je pense qu'il n'arrive pas le coup dans l'air. Évidemment, il y a un contact avec la tête, oui, mais il y a un contact avec le joueur de Rapperswil. Vic tient sa canne à deux mains, regardez, et l'autre, il arrive en contact contre sa canne, et c'est sa propre canne qui va au visage. Oui, le check est répréhensible. C'est 2 minutes, la charge un peu tardive, un peu inutile, mais pour moi, c'est pas typiquement une charge. Le point d'impact n'est pas contre la tête. Je comprends que l'arbitre l'ait donné, parce que sur le live, je le répète, moi, je le décortique, je le regarde au ralenti, c'est facile. Pas de pression ici, au clap, pas essoufflé dans un angle parfait, 4 ralentis, c'est tellement facile. Là. Mais sur le live, je comprends, mais dans les faits, c'est pas une charge contre la tête. Ça mérite 2 minutes, mais pas 2+10 pour moi. Ah, mais ça change quand même, parce que Tretnes, ton line-up, il est plus là pendant les 10 dernières minutes les plus importantes du match. C'est ça. C'est un peu la différence. Et puis Clark qui va marquer le 3 Rapperswil, qui va donc se qualifier pour ses playoffs. On tente le tout pour le tout du côté de Bienne. Et puis Chervenka qui l'a joué là, Chervenka un petit peu, Dougien là-dessus. Il a flirté parfois avec un peu la correctionnelle. Ouais, c'était risqué. Il attendait ce but dans la cage vide, je vais exagérer. Mais... Non, mais puis juste avant, il avait eu une entrée de zone, forçait un tir en croisé qui avait donné une sortie automatique pour Bienne. Puis si Bienne marquait sur la séquence pour égaliser 2-2, on en aurait parlé longtemps. Mais finalement, le puck lui revient. C'est lui qui fait cette magnifique passe. Puis ils mettent le 3-1, puis ça tue le match. Allez, on va parler de Rapperswil. Coup de chapeau à cette équipe qui sort de nulle part. Stéphane nous a dit c'est pas mérite. Enfin, le mérite et le résultat sportif parfois connaît un certain écart. Après, à part ça, c'est un peu l'écart de points entre les deux formations, Stéphane. Il y a combien de points de différence à la fin du championnat? 22 points. En sachant que Bienne a disputé moins de matchs en plus. Ouais, il y a 8 victoires de moins. Donc, c'est pas compliqué. Rapperswil a gagné 17 matchs dans toute la saison sur les 50, 51, je sais plus par cœur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas photo entre les deux formations, tout simplement. Avant de parler de Bienne, je vous propose de parler quand même de Rapperswil. On va écouter l'entraîneur, justement, le coach de Rapperswil, Jeff Tomlinson. Il est au micro de Jonathan Fillon. Jeff Tomlinson, you finished the season at the 10th position, and now you're in the playoffs. How do you feel? It's a great feeling. This is our goal was always to get into the pre-playoffs, and for us this is a little bit of a cherry on top. We always believed that we could do it, and now that it's here, it feels amazing. And I hope we can make Lugano's life a little bit difficult too. That was not the easiest game. That was not the easiest series at all, but Melvin Niffler was amazing tonight for you. Melvin Niffler is an amazing goaltender, and Niffy was today. He was outstanding. If we don't have him on the ice today, then it's a different outcome for sure. Thank you. Congrats. Thank you. Bon, le coach Tomlinson, Stéphane, à qui on pose la question, vous finissez 10e, puis vous êtes en play-off. Il a dit comment vous vous sentez, là? Il a dit c'est un great feeling, c'est un feeling incroyable, et on peut le comprendre, évidemment. Il dit notre but a toujours été de participer au pré-playoff. Donc, c'était clair que les top 6, on oubliait ça, c'est pré-playoff. Il a dit c'est un peu la cerise sur le Sunday. Il n'a pas annoncé le Sunday, mais la cerise sur le dessus
Du gâteau. Du gâteau. Et puis, il dit, on savait, on a toujours su qu'on pouvait le faire. Donc, on a réussi. Jonathan lui a demandé si c'était pas la plus facile des séries, finalement. Hein. Ça a été très, très serré. Il dit, écoutez, notre gardien a été amazing. Ça veut dire fantastique, incroyable. Il a été au-dessus de tout. Il a été outstanding. Ça veut dire merveilleux. Donc, il ne tarit pas d'éloges à propos de son gardien. On l'a vu, d'ailleurs, en fin de match, hein, il faire l'accolade et tout. Donc, évidemment, tu peux pas créer la surprise contre une équipe soi-disant plus forte que toi sans un bon gardien, on l'a toujours dit. Mais il a quand même dit qu'il espérait rendre la vie difficile de Lugano. Et ça, c'est un peu le underdog qui se prépare à la prochaine série. Et sur 7 matchs, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, beaucoup plus compliqué, oui. Tu peux pas voler... On va écouter maintenant, on va se pencher sur le cas de Bienne, si vous le voulez bien. On a une interview de Jason Fuchs. On est désolé pour la qualité du son. Il y a eu un problème au niveau de la qualité du son. Je ne sais pas si on arrivera à rattraper ça après, lorsqu'on retravaillera cette émission, pour la rediffusion sur les réseaux sociaux. Mais on va quand même l'écouter parce que je pense que c'est important, d'accord? Jason Fuchs, défaite de 3-1 qui vous élimine des playoffs. Comment expliquer cette défaite? Ouais, je pense qu'elle est dure à expliquer. On a vraiment fait beaucoup de choses justes. On s'est créé énormément d'occasions. Ça n'a pas voulu rentrer. Il y a des moments aussi quand on mène 1-0 où on peut mettre le deuxième et puis complètement tourner le match en notre faveur. Et puis on n'a pas réussi à le faire. On a eu un poteau, on a eu beaucoup d'occasions en powerplay qui ne sont pas rentrées. Et puis au final... sur un petit revirement en zone défensive, il marque le 2-1. Puis après, on a essayé, on s'est créé encore énormément de chances après. Ça n'a pas voulu rentrer. C'est très frustrant de sortir comme ça. Vous avez eu beaucoup de belles opportunités, beaucoup de belles occasions dans les 2 premières périodes surtout. Est-ce qu'à la longue, de se buter à un gardien qui est en pleine possession de ses moyens, on perd un peu de confiance ou on se pose un peu plus de questions quand on approche le fil adverse? Oui et non, je pense c'est sûr. On savait qu'ils avaient un bon gardien et il l'a prouvé sur ces 2 matchs. Après, je pense que tu y réfléchis pas. Quand tu arrives devant le but, tu es là pour marquer, tu es là pour faire ce qu'il faut et puis tu fais abstraction du gardien. Après, c'est sûr, il a bien joué, ça ne nous a pas aidés. Mais encore une fois, c'est frustrant de sortir comme ça après, entre guillemets, quand même une belle saison régulière où on avait mérité notre 7e place. Oui, vous étiez même dans le top 6 jusqu'à la toute dernière journée du championnat. Vous passez si près d'accéder directement au quart de finale à être éliminé en pré-playoff. Dans le vestiaire, le sentiment ressemble à quoi? Beaucoup de déception. Je pense qu'il suffisait de gagner un match de plus en saison régulière. Je ne parle pas du dernier parce que c'est sûr que c'est compliqué, mais un autre où on a perdu un peu des points en route et puis ça aurait pu faire la différence. On a eu aussi ces 10 jours d'arrêt à cause du Covid juste à la fin où on avait des matchs à jouer où on aurait pu récupérer des points aussi. Donc c'est sûr que c'est frustrant de ce côté-là. Après, comme j'ai dit, je pense sur ces 2 matchs contre Rapperswil, on n'a pas mérité de passer. Donc la sanction est là. Merci beaucoup, Jason. Merci. Mode de championnat pour tout le monde, pas vraiment une excuse pour Jason Fuchs non plus. Beaucoup d'absents, il faut se rappeler quand même, Stéphane. Pouliot pas là, Ishier pas là, Kevin Fay pas là. Kevin Fay, c'est 3 gros morceaux. On le sait. Voilà, mais ça fait partie du truc. Hein. On le savait. On sait que 2-3, tu as des joueurs blessés, un coup du sort, des mauvaises décisions d'arbitre. On ne dit pas que c'était le cas ce soir, mais voilà, on le sait que c'est comme ça. Il faut vivre avec. On a voté pour ça. Les clubs se sont dit on va garder le suspense jusqu'à la fin. On va impliquer les équipes du bas. C'est ce qu'on a fait. Puis là, il y a une surprise. Il ne faut pas s'en plaindre maintenant. Hein. Moi, je ne suis pas fan de ça non plus, mais c'est comme ça. Mais moi, j'ai d'autres questions pour vous, les gars, parce que là, on a vu Jason Fuchs. C'est probablement la dernière fois qu'il donnait une entrevue avec ce superbe bonnet. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Pouliot, probablement. Fuchs, c'est pas confirmé, mais vraisemblablement a signé à Lausanne. Pouliot aurait signé à Genève. Donc, clairement, il a même dit lui-même qu'il n'était pas satisfait de l'offre de Bienne. Il n'a pas senti une grande volonté de la part de Bienne de le garder, donc il se serait engagé ailleurs. Donc, Fuchs, Pouliot, dernière fois qu'ils ne réapparaîtront plus sur le maillot de Bienne. Et puis, qu'est-ce qui va arriver avec Lars Leuenberger? A-t-il coaché son dernier match à Bienne?
Tormainen ne semble pas être prêt à revenir. Il a dit lui-même dans les médias que pour l'instant, c'est sa santé qui était la priorité. Donc peut-être qu'il n'est pas prêt à revenir. Dans l'hypothèse où Tormainen n'est pas de retour, ne sera pas de retour à son poste, est-ce que Leuenberger a coaché son dernier match? Il y a beaucoup de questions en même temps. Oui, Fab. Écoute, moi, je pense que bien, ils ont déjà perdu cette année un gros morceau dans les buts par rapport à la saison dernière. Oui. Pas l'oublier. Ça, c'est vrai. Il y a eu un gros coup dur l'année passée en même temps avec la maladie de Tormainen. Cette année, on le sait, pour l'année prochaine, tu viens de le mentionner, Stéphane, il y a Pouliot en moins, Fuchs en moins. Ça fait quand même beaucoup de choses. Moi, je pense que l'année prochaine, Bienne, c'est loin pas ce qu'on leur souhaite, mais je pense qu'il va falloir peut-être un petit peu 1 ou 2 saisons pour se reconstruire peut-être une entité, parce qu'aujourd'hui, pour moi, Bienne est plutôt une belle équipe à avoir évolué quand tout va bien, qui peut produire du très, très beau hockey. Mais on le voit, des jours comme ça, des gars comme Pouliot, des gars comme Forster il y a 7-8 ans en arrière. C'est dans ces moments-là que tu as besoin de ces gars-là pour tenir la baraque. Et moi, je ne vois pas le bien avec les départs, je ne le vois pas aller loin. Ils pourront aller se qualifier pour les playoffs, mais aller loin dans une saison, je ne les vois pas. Donc, pour toi? Il y a un point qu'on ne discute pas, comment vont les finances aussi. Donc, il y a eu des bruits de couloir que c'était assez compliqué, qui ont quand même réduit. Beaucoup de clubs ont eu les mêmes problèmes, mais moi, je pense que ça a aussi un gros impact sur Bienne de ce côté-là. Pour les signatures de contrat, être capable de garder peut-être certains joueurs durant la saison, ça a été... Maintenant, ils ont essayé de faire des échanges aussi un petit peu à certains moments pour bien relancer l'équipe, qui ont été profitables. Je pense que si on regarde avec Ischier... Ils n'ont pas eu de chance avec Lindgren. C'est ça, avec Lindgren. Lindgren qui est un excellent joueur qui a été blessé. C'est ça. Donc, si on parle de la saison du HC Bienne, je pense qu'il faut parler un petit peu de timing. Puis le timing n'était pas là cette année. C'est ça. Il y a des fois, les planètes sont alignées, puis des fois pas. Ouais. Hein? On l'a vu ce soir encore. Les planètes ont été alignées pour eux il y a 2 ans. Oui. On ne s'attendait jamais qu'ils fassent une telle saison. À Hila, il y a plein de facteurs. Il y a tout qui tournait. Rayala au sommet. L'année passée, ça a été Genève-Servette, qu'on ne voyait pas là, qu'on voyait en bas. Et puis cette année, c'est Fribourg. Fribourg n'a pas eu de gros nuages. Tout a roulé. La quarantaine en début d'année. Les étoiles sont alignées. Mais pour Bienne, depuis le début de l'année que ça péclote, c'est mal parti. Il y a eu cette séquence où, oui, de 8 victoires en un match ou de 8 matchs sur 21 points 21 points sur 24. Ça a pris ça pour qu'ils s'approchent du top 6, mais autrement, ils n'ont pas vraiment été dans le top 6 de l'ensemble de la saison. Ils ont été là. Et puis voilà, comme de malchance, on a changé le système. Voilà, cette année, c'est terminé. Et puis... C'est un peu frustrant que la saison se soit jouée sur 4 matchs, en fait, pour Bienne, parce qu'ils sortent de quarantaine. Ils ont cette victoire face à Genève. Ils en mettent 5 dans les 2 dernières minutes, mais un petit peu sorti de nulle part aussi, presque, en guillemets. Puis tu as la finalissima face à Zug, qui solde pas le match, qui joue en leader incontesté du championnat. OK, tu dois te remettre sur le cran pré-playoff. Que ça soit pré-playoff ou play-out, finalement, on se rappelle le nombre de fois où c'est le 12e qui sort le 9e. C'est déjà vu aussi pendant les play-outs. On avait aboli ça, justement. On avait mis un système en place où on gardait les points pour éviter que 2 équipes avec un trop gros écart... Là, on parle de 22 points quand même, hein? 22 points, là, c'est énorme. Rapperswil va faire les playoffs avec 56 points. Presque un point par match, quoi, en moyenne. Un point par match. Là, ils ont joué peut-être un peu plus que 52. Donc, 56 points dans une saison de 50 points, c'est des équipes en queue de classement. C'est catastrophique. C'est 1 point par match. N'oublie pas que c'est des matchs à 3 points dans notre ligue. Hein. C'est une saison à la limite de la catastrophe. C'est mauvais. C'est très mauvais. Et puis, ils vont faire les playoffs. Quand des choses comme ça arrivent ou des événements comme ça arrivent, il y a une chose à dire, c'est qu'il faut un commissaire. Un commissaire qui voit sur un ensemble de la Ligue puis qu'on arrête de donner que les votes au club. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit penser à l'ensemble du championnat, au spectacle, aux joueurs, aux fans, puis qu'on arrête de
bricoler avec des formules nouvelles à tous les 2 ans pour essayer de pimenter le truc, puis on fait des tests. J'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de faire un test. On a imité les autres pays, parce que ça se fait dans d'autres pays. C'est ce qu'on a voulu faire. En Suède, notamment, ça se fait en Suède. Allemagne aussi. Moi, j'ai arbitré ces matchs de pré-playoff en Allemagne, parce que c'était des matchs tendus, puis on prenait des arbitres étrangers. Je me souviens d'avoir arbitré ces matchs-là. Mais rappelez-vous... À Rapperswil, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça. Hein? Évidemment, mais rappelez-vous quand même une chose. Cette saison, il y a une énorme différence. Il y a un gap entre les 8 premiers et puis le reste des équipes. Alors que on avait dit, le championnat, il aurait été joué genre à 5-6 journées de la fin, on aurait déjà su qui était en play-off. Alors que sur d'autres années, quand Zurich n'a juste pas fait les play-offs dans ce match décisif contre Genève, quand Arnaud Delcourteau était à la bande, vous souvenez-vous, il a fini avec un point ou 2 d'écart, ça aurait pu tourner dans... Donc là, tu dis, bon, cette équipe-là n'est pas pour une victoire dans l'année. Mais là, c'est vrai que cette année, c'est le plus mauvais exemple. Il y a un gros écart et ces équipes-là, Berne est toujours en vie avec une saison catastrophique, ne mérite pas d'être là non plus. C'est le système, c'est comme ça. On verra quand la saison sera terminée pour faire les comptes, comme on dit, savoir l'intérêt de ces pré-playoffs ou pas. En tout cas, il y a un intérêt dans la dernière série, vous l'avez compris, entre Davos et Berne, parce que là aussi, ça va se jouer finalement sur un match, une participation aux playoffs. Et puis j'ai envie de dire, si c'est Berne qui passe, ça sera un petit peu kiff-kiff. Hein. Parce qu'en Davos et Berne, il y avait aussi un sacré gap. De toute façon, le gagnant de cette série-là va être liquidé rapidement par Zug. Ça, c'est sûr. Moi, je suis persuadé que Zug, ça va faire... Imaginez un Zug-Berne, ça sera même pas drôle, à mon avis. Stéphane transformé en Madame Soleil, on n'est pas encore là, Stéphane. Ça sera pour ta chronique de lundi. Oui, mais avant ça, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Troisième étoile, c'est un gardien, Melvin Nifeler, 36 arrêts ce soir. Fabien, ça a été l'homme du match du côté de Rapperswil. Homme du match, mais pas seulement de celui-là. Il qualifie avec brio son équipe pour le prochain tour. La deuxième étoile de la soirée, Benjamin Baumgartner, auteur d'un doublé. Il avait déjà marqué aussi lors du premier match, même si ça n'avait pas suffi, Doug. Un très jeune joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'il c'est un bon playmaker, il a le sens du goal. Puis ce soir, avec deux belles réussites, j'ai bien hâte de le suivre l'année prochaine à Lausanne. La grosse question ce soir, c'était qui allait être dans la cage du côté de Davos. Finalement, c'est Eschliman qui a magnifiquement tenu son rôle. Stéphane, 35 arrêts pour lui. Blanchissage en pré-playoff, chapeau. On fait le job, hein? Quand tu t'accordes pas de but, forcément, tu donnes toutes les chances à ton équipe de gagner. Il est rentré après le premier tiers du premier match et puis accordé un but en prolongation. Sinon, c'est un but en 5 périodes, finalement. Il a fait le job, il a fait des gros arrêts, il a été dominant, puis aucun doute qu'il sera dans la cage dimanche soir. On va récapituler les résultats de ces 2 matchs, de cet acte 2 de pré-playoff avec la victoire et la qualification de Rapperswil 3-1, série 2-0 qui est terminée et donc Davos qui égalise dans la série 3-0. Il y aura la belle, l'acte 3, ça sera dimanche, on vous donne rendez-vous, attention on est dimanche, mais attention l'horaire, ça ne sera pas l'après-midi, ça sera en soirée, rendez-vous 19h25 pour le studio. On va remercier Fabien Guignard, Doug Boulanger de nous avoir accompagnés ce soir. Stéphane, bien sûr. Un petit lait fraise, on va au lit assez tôt. Et puis dimanche, on est au taquet pour cet acte 3. Bon pied, bon oeil, bien sûr, pour cet acte 3 qui promet beaucoup parce que c'est très serré entre Davos et Berne. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À dimanche. Bye bye.